Sceaux. Et je veux aujourd'hui, en votre nom aussi, rendre hommage aux proches et aux familles disparues pour leur conduite admirable de retenue et de dignité face à cette souffrance abominable. Je veux aussi rendre hommage aux forces de l'ordre qui ont été exemplaires, n'en déplaisent les critiques lamentables contre elles. Je voudrais rendre hommage aux Français qui ont été pendant cette semaine beaucoup plus sages que leurs hommes politiques, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de retenue. Et croyez-moi, ils ont fait honneur à la France. Ce drame aura permis à chacun et à chacune de réfléchir au sens du vivre ensemble. Après tant de mois, je dirais même d'années, de paroles de division, de discours de suspicion entre Français, tout à coup, on a redécouvert l'importance d'appartenir à une même communauté, la communauté nationale. Pour autant, ne sombrons pas dans l'angélisme des bons sentiments qui masquerait les failles de notre société, les dérives des comportements, les lâchetés du monde politique. Le tueur de Toulouse, oui, est aussi l'enfant d'une société sans repères, d'un État faible, d'une République qui s'est couchée pendant tant d'années. Il serait trop facile de céder à cet unanimisme nécessaire, mais s'il n'était que de façade. Alors c'est pourquoi il est si important de se retrouver ensemble, de se retrouver nous-mêmes. Nous retrouver nous-mêmes, c'est découvrir, redécouvrir personnellement et collectivement ce qui fonde notre identité, notre unité, notre appartenance à la nation française. Car oui, pour résoudre les problèmes des Français, pour sortir notre pays de la crise, il est indispensable d'effectuer ce travail sur nous-mêmes. Si nous n'avons pas la volonté de comprendre pourquoi le pays s'est morcelé, pourquoi les Français, pour certains, ont perdu de vue ce qui les rassemble au profit de ce qui les sépare, pourquoi notre pays décline, si nous n'avons pas le courage de comprendre cela, alors il est clair que notre pays continuera à descendre cette pente insupportable qui rend si malheureux nos concitoyens. Oui, la raison est évidente aujourd'hui. La nation, c'est comme une bicyclette. Le cycliste doit pédaler pour tenir en équilibre. Le cycliste doit aller dans une direction pour pouvoir avancer. Et la nation française, aujourd'hui, reconnaissez-le, n'a pas de cap, n'a pas d'horizon, n'a pas de projet. Et voilà pourquoi aussi, tous les jours, des Français nous croisent, tous les jours, nous rencontrons des concitoyens qui nous disent « Mais où va notre pays? Où va notre pays ?» Alors, il faut réfléchir aussi. Pourquoi cette absence de projet? Pourquoi cette absence de direction? Pourquoi un pays qui est comme un bouchon au milieu de l'océan? Tout simplement parce que notre pays a perdu sa liberté. Oui, le pouvoir politique, vous le savez bien, est devenu impuissant. Les promesses se multiplient et ne sont jamais tenues. Les paroles sont si nombreuses, mais ne sont jamais suivies des actes. C'est le zapping permanent. Et nous avons commencé à le vivre dans cette campagne. Les annonces succèdent aux annonces. Mais la plupart de nos concitoyens savent très bien que ces annonces seront sans lendemain. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que depuis 30 ans, ce sont en vérité les mêmes qui nous gouvernent. Sous Mitterrand, le socialiste, sous Chirac, le centriste, sous Sarkozy, l'homme de droite, tous les gouvernements se sont succédés et ont tous échoué. Tous échoués.
Le chômage, la pauvreté, les impôts, la dette, l'insécurité ont explosé. À la fin de chaque gouvernement, quelles que soient les bonnes volontés, ici ou là, les personnalités qui peuvent être attachantes au regard de votre parti politique, si vous en avez encore un, après chaque gouvernement, le bilan était plus mauvais qu'au départ. Chaque gouvernement a laissé la France dans un état pire qu'il ne l'a trouvé. Or, la raison d'être de la politique, les maires qui sont ici dans la salle le savent, notre seul objectif, comme maire, c'est de laisser la commune dans un meilleur état qu'on ne l'a trouvé. Et le seul objectif que devrait avoir un président de la République, c'est de laisser le pays dans un meilleur état qu'il ne l'a trouvé. En l'occurrence, cela n'a pas été le cas. Il ne suffit pas de critiquer les hommes, car c'est facile de critiquer les hommes. D'ailleurs, vous les voyez tous, ils se critiquent tous ensemble. C'est la cour de récréation de maternelle. Il ne suffit pas de critiquer les hommes. Il faut comprendre pourquoi les hommes n'ont pas de résultats. Il faut comprendre pourquoi nos gouvernements n'obtiennent pas de bilan concret qui permettrait de redonner corps à notre démocratie. La raison, là aussi, est très simple. Il suffit d'observer. Il suffit d'observer. Les gouvernements font semblant de gouverner. Les gouvernements ont abandonné le pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir d'agir, le vôtre, le pouvoir issu du suffrage universel. Ils l'ont abandonné à des autorités non élues. Ils l'ont abandonné à Bruxelles. Ils l'ont abandonné auprès des marchés financiers. Ils l'ont abandonné auprès des multinationales. Ils l'ont abandonné aux féodalités intérieures. Ces puissances de l'argent qui ont capturé notre électricité, notre gaz, nos autoroutes, notre compagnie pétrolière. Alors oui, bien sûr, à partir du moment où les élus du suffrage universel, le président de la République, les députés, les sénateurs, ne font que courber l'échine face aux intérêts financiers, extérieurs ou intérieurs, eh bien évidemment, ces intérêts financiers ne gouvernent pas, sachez-le, et vous l'avez bien compris, dans l'intérêt du peuple. Ils gouvernent dans leur propre intérêt. Et voilà pourquoi, depuis des années, le pouvoir politique est impuissant. Voilà pourquoi les Français s'interrogent. Voilà pourquoi la vie politique tourne à vide. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes réunis ici avec moi, parce que nous avons la volonté de rendre au pouvoir politique le pouvoir de changer les choses. C'est ça notre combat principal. Mais si nous voulons que le pouvoir politique serve à quelque chose, il faut alors, bien sûr, que la France retrouve sa liberté. Et c'est pourquoi derrière moi, il y a ce slogan, la France libre. Oui, la France libre d'agir pour son propre peuple, en coopération avec tous les autres peuples de la Terre. C'est tout le sens de ma candidature. C'est tout le sens de mon combat, difficile au déparrage et de moins en moins difficile grâce à vous tous. C'est tout le sens de notre longue marche que nous commençons aujourd'hui, rendre aux Français le pouvoir qui leur a été volé. C'est ça notre combat. Car à quoi bon faire masse sinon, se rassembler derrière les uns ou les autres, si c'est pour regarder passer les trains, devenir les esclaves de la mondialisation inhumaine qu'ils ont tricotée, devant laquelle ils se couchent? À quoi servent tous ces rassemblements? À quoi bon prendre le Bourget, Villepinte, dépenser des dizaines de millions d'euros pour faire venir des militants de partis, si c'est uniquement pour vivre au RSA, avoir 2 millions d'enfants dans notre pays élevés dans des familles sous le seuil de pauvreté? Est-ce que c'est ça la politique? Est-ce que vous voulez de ça? Moi, je n'en veux plus de cette fausse politique. Je n'en veux plus de ces manipulations permanentes. Ça fait d'ailleurs 6 mois qu'on les voit s'agiter, le Sarkoland. Mais pourquoi se présentent-ils
Au nom de la conservation du pouvoir pour l'un, pour cette petite bande du CAC 40, dont les membres se sont renvoyés l'ascenseur depuis 5 ans? C'est ça qu'on le veut? Ou au nom d'un faux changement que nous promettent quelques nostalgiques de l'ère Mitterrand, qui savent très bien qu'ils ne changeront rien, si ce n'est peut-être leur situation personnelle? Eh bien, la France mérite mieux que cela. Elle mérite mieux. Elle mérite mieux que cette confiscation du débat par ceux qui ont échoué, qui depuis 30 ans monopolisent la vie politique du pays et qui voudraient continuer encore, alors qu'ils ont abdiqué, qu'ils ne veulent pas changer le cadre de l'action qui les conduit à l'impuissance totale. Mais c'est incroyable que ça continue, c'est incroyable qu'ils veuillent toujours être présents alors qu'ils ont échoué dans votre entreprise, dans votre syndicat, dans votre association, dans vos médias. Si vos patrons avaient échoué, il y a longtemps que vous les auriez virés. Et nous, ça fait 30 ans que ça dure, à tour de rôle, l'un après l'autre. Ils font semblant de s'écharper sur des détails, mais au fond, ils ont accepté ce système terrible qui brise notre pays, qui le ruine, qui fait souffrir les Français. Ce système européiste, mondialiste, qui vend la France, il la livre, oui, il la livre à Bruxelles, il la livre au marché financier, parce qu'au fond, il ne croit plus à la capacité des Français d'être un peuple libre. Il ne croit plus à la capacité des Français de valoriser nos merveilleux atouts, car notre peuple est beaucoup plus grand qu'il ne le croit. Le peuple français n'est pas feignant, le peuple français est travailleur, le peuple français a fait de grandes choses dans l'histoire. Et pourquoi le peuple français ne pourrait pas, à nouveau, faire de très grandes choses? Car, oui, ce n'est pas un homme seul qui sauvera la France. C'est la multitude des Français qui, comme le disait déjà Péguy en son époque, à chacun d'entre nous, il revient de continuer la France. Oui, nous avons le devoir de continuer la France. Et la France ne s'en sortira que par les Français, que lorsque les Français se réveilleront. Et c'est aussi le sens de ma candidature. Vous croyez en la France, vous croyez en son destin, mais je vous le dis très franchement, ça ne tombera pas du ciel. La réussite ne viendra pas comme ça. Il va falloir, oui, que nous changions collectivement d'attitude. Il va falloir que chacun se retrousse les manches. Il va falloir que nous soyons capables de nous rassembler. Moi, je crois à l'action personnelle et collective. Je l'ai prouvé dans ma ville, et je remercie Nicole Lamotte et Marianne Schrier, 2 femmes exemplaires, qui ont montré que l'on pouvait redresser une ville qui était ruinée, et on l'a fait ensemble. Je l'ai vu dans quantité de circonstances, au niveau local comme au niveau national. Regardez l'histoire du monde. À tout moment, un peuple qui se serre les coudes, qui se fixe un objectif, qui se donne les moyens de l'atteindre, peut s'en sortir. Et il n'y a aucune fatalité pour la France à subir ceux qui lui font tant de mal. Alors je vous le dis très clairement, pour moi, la France n'est pas finie. Pour moi, il y a d'autres choix pour nous que la banqueroute à la grecque ou l'exil fiscal à l'allemande. Oui, je le crois, il y a un autre choix que les partis du système ou les extrêmes qui finalement jouent toujours le même jeu avec le système car ils sont le repoussoir grâce auquel l'UMP et le Parti socialiste se maintiennent au pouvoir. Alors, une autre politique est possible, je vous le certifie, j'en suis totalement convaincu, on peut faire autrement. Mais pour cela, bien sûr, il faudra à la fois libérer la France, la libérer de ses chaînes, faire revenir le pouvoir à la nation tout entière, et il faudra rassembler les Français. Je voudrais vous faire une petite confidence. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République il y a bien longtemps, un jour de 2006.
je me souviens, je me promenais dans ma ville au marché. C'était un jour d'été. Et je croise une femme qui me dit, Monsieur le maire, vous avez combattu avec nous pour le non au référendum de 2005. Et j'ai entendu à la radio quelque chose de curieux. J'ai appris, mais c'est pas possible, vous allez me rassurer, c'est pas vrai. J'ai appris que nos dirigeants politiques, que ce soit d'ailleurs de l'UMP ou du PS, allaient revenir sur le vote, allaient bafouer notre vote. J'ai appris, mais c'est pas possible, monsieur le maire. Dites-moi, monsieur le député, dites-moi, ils vont vraiment bafouer notre vote? On a voté non et ils vont faire repasser le traité que l'on a rejeté, ce traité de soumission à des forces mauvaises pour la France? Et ils vont faire cela? Et je lui ai dit, madame, oui, ils vont oser. Oui, ils vont oser, ils le préparent dans notre dos. Ils veulent faire passer par la fenêtre ce que vous avez refusé par la porte. Et ce jour-là, en rentrant chez moi, je me suis dit, vais-je être complice de ce forfait, de cette trahison? Comment pourrais-je regarder droit dans les yeux cette femme? Comment pourrais-je la voir droit dans les yeux si moi, homme politique, député de la nation, j'accepte par soumission que les deux grands partis de la France, que les principaux hommes politiques qui aujourd'hui briguent vos suffrages, veuillent à ce point piétiner la volonté populaire, la première fois depuis Vichy? Oui, ce serait la première fois. Eh bien, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait en 2008. Ils l'ont fait. Et ils ont osé. Et ils ont osé. Et ils ont été en quart comme des moutons de Panurge. Et ils ont été en quart comme des moutons de Panurge à Versailles, votés au congrès de Versailles. La honte de la République, c'est-à-dire un traité que vous aviez refusé, qui nous conduisait à la ruine. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils sont devant vous comme si de rien n'était, à visiter les usines qui ferment. Nous avons eu le représentant de Schindler qui symbolisait ces 1000 entreprises industrielles qui ont fermé. Mais je vous rappelle, mes amis, que dans ce fameux traité de Lisbonne, qu'ils ont été signés à genoux, tous ensemble, PS, UMP, à l'exception de quelques individualités qui heureusement l'ont refusé, à gauche comme à droite, il faut le dire, eh bien, ils oublient de dire que dans ce traité, il y a précisément l'abandon du droit de veto, c'est-à-dire de la capacité de la France à bloquer les négociations commerciales internationales de l'OMC. Cela veut dire que toutes celles et tous ceux que vous voyez sur vos télévisions et qui passent leur vie à aller voir les ouvriers et à faire de grands discours sur l'industrie française, ce sont eux qui ont abandonné le pouvoir des Français de bloquer des négociations de libre-échange déloyales qui aujourd'hui font fermer nos usines. Ce sont eux qui sont responsables des fermetures d'usines et ce sont eux qui vont visiter les ouvriers et leur taper dans le dos. C'est honte à eux. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois profondément qu'une autre politique est possible, car j'ai confiance dans mon peuple, car je sais qu'on peut changer le cours des choses. Je suis candidat à la présidence de la République pour cette femme qui représente les 55% de Français qui avaient voté non, et tous les autres d'ailleurs qui se sont aussi étonnés qu'on bafoue le vote des Français. Je suis candidat à la présidence de la République pour ces visages que j'ai croisés tout au long de cette année, en allant à la rencontre des maires de France, que je salue d'ailleurs. Et on peut les applaudir bien fort, car nous avons eu 730 parrainages. Oui. Oui, mesdames et messieurs les maires, vous êtes l'honneur de la vie démocratique de notre pays. Vous avez résisté aux pressions. Vous avez résisté aux menaces. Vous êtes les piliers sur tout le territoire de la France, de l'édifice. Vous l'empêchez de tomber. Vous êtes les nouveaux hussards de la République. Quand les Français ont des difficultés, ils se tournent vers les maires. Et je veux les saluer. Je serai le seul candidat qui est maire, c'est-à-dire qui est enraciné dans notre pays. Et à ce titre, je peux vous dire, je serai le porte-parole de tous ces territoires de la France que l'on oublie, de tous ces territoires ruraux qui sont si méprisés
alors que tant d'habitants et que tant de richesses y sont. J'ai une pensée aussi aujourd'hui pour les combattants d'hier et d'aujourd'hui qui forment la chaîne ininterrompue de la résistance française. J'ai une pensée pour eux. Je pense à toutes celles et tous ceux qui ont fait la France. Nous n'avons pas le droit de laisser mourir notre pays compte tenu du sacrifice et du sang versé. Je pense à eux ce soir. Je pense aussi aux patriotes qui, plus proches de nous, ont alerté, prévenu, ont tout dit, tout écrit, il y a 20 ans, quand tous ces moutons de Panurge allaient signer tous ces traités qui vous ont dépossédé du pouvoir d'agir. Je pense à notre si regretté Philippe Séguin, qui avait tout écrit. Je pense à lui très fort. Je pense à Philippe de Villiers, je pense à Jean-Pierre Chevènement, n'en déplaise son soutien hasardeux à François Hollande. Je pense à toutes celles et tous ceux qui sont là et qui ont été sur toutes les routes de France pour convaincre les maires. Je pense à vous tous, militants, bénévoles, sympathisants, qui ont accepté de partir, oui, au moment où nous traversions le désert, qui ont accepté de quitter les grands partis, les grandes familles, comme ils disent, parce qu'elles avaient compris, parce qu'ils ont compris que tout cela tournait à vide et que cela ne servait plus la France. Je vous remercie du fond de mon cœur. Alors oui, je serai le porte-parole de cette France invisible qui est si méprisée sur les plateaux de télévision par les fameux experts qui sont payés par les banques. Je serai le porte-parole de ces éleveurs, oui, de ces éleveurs qui tirent le lait de leurs vaches uniquement par respect pour elles, parce que cela ne leur rapporte absolument plus rien. Oui, je serai le porte-parole de ces ouvriers qui sont jetés comme des chiens, Plus d'1 million en France en un peu plus de 10 ans. Plus d'1 million en France en un peu plus de 10 ans. Et on parle tous les jours de la dette, mais la dette, elle est liée, bien évidemment, à la perte de recettes fiscales, sociales, liées à ces délocalisations que l'on a cachées pendant des années et que maintenant on regarde, sans comprendre pourquoi elles sont là, ces délocalisations, sans comprendre que l'on ne peut pas mettre en concurrence un modèle social comme le nôtre avec des esclaves en Chine qui travaillent pour 50 € par mois. Je serai aussi candidat, et je suis candidat, pour porter le message de ces professeurs, de ces fonctionnaires qui sont souvent méprisés, de celles et ceux qui enseignent dans nos classes et qui se demandent comment ils vont pouvoir enseigner l'histoire alors qu'on supprime les cours d'histoire, comment ils vont pouvoir former une génération alors qu'on supprime les postes. Et je pense pareil à nos policiers, à nos gendarmes, à nos infirmières, à tous ceux qui font vivre la France, qui apportent un service public et qui sont totalement négligés dans notre pays. Je serai et je suis le candidat aussi de ces artisans, de ces commerçants, de ces petits entrepreneurs qui sont tondus en permanence pour que les grands groupes du CAC 40 puissent délocaliser et ne pas payer d'impôts. Alors oui, ce sont les artisans, les commerçants, les PME qui payent. Et pourtant, ce sont eux qui créent les emplois dans notre pays. Quelle injustice! Mais nous gagnerons. Et comme le disait Victor Hugo, il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont l'heure est arrivée. Alors, l'idée dont l'heure est arrivée, c'est bien sûr la liberté de la France. Et c'est pourquoi n'attendez en rien de Hollande, Sarkozy ou Bayrou qu'ils apportent les vraies questions, les vraies solutions dans cette campagne électorale. Ils ne veulent d'ailleurs pas de campagne électorale. Avez-vous remarqué comme quoi tout est fait pour qu'il n'y ait pas de campagne électorale? Depuis des mois, ils occupent l'espace médiatique. Ils font semblant de se diviser sur l'accessoire. Bien évidemment parce qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Prenez
François Bayrou et son produire français. Certes, l'homme est plus terrien que le président actuel et sans doute beaucoup plus solide que son concurrent socialiste. Mais François Bayrou reste l'enfant caché de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Il a signé tous les traités. Il a signé tous les abandons de souveraineté. Il continue d'adorer la Commission de Bruxelles et les technocrates non élus. Il en veut même plus. Il continue de tolérer les milliards d'euros gaspillés en pure perte pour sauver les banques en Grèce et au Portugal, sans sauver bien sûr les peuples. Il continue de rêver à une Europe fédérale, utopique, qui ne sert en réalité que la finance. Quant à Nicolas Sarkozy, quand j'entrais dans la salle, un collaborateur venait de m'apprendre qu'il était rentré dans le Guinness Book des records, dans 2 catégories. Le record du nombre d'annonces jamais suivies d'effets, le record hors catégorie du nombre de promesses jamais tenues. Et le pire, c'est que sans aucun complexe, il recommence la campagne de 2007, mais, excusez-moi, dites-lui que l'on n'est plus en 2007, mais qu'on est en 2012, il n'a pas vu le temps passer. Et il ne suffit pas d'enlever sa Rolex pour être le candidat du peuple, croyez-moi. Quant à François Hollande, mon Dieu, l'homme du fameux changement, c'est maintenant. Mais quel changement? Quel changement? Lui qui a signé le traité de Lisbonne, lui qui se couche comme les autres devant l'Organisation mondiale du chômage, du commerce, qui est présidée par son ami M. Pascal Lamy, lui qui ose aller à la City, montrer patte blanche, pour dire exactement le contraire de ce qu'il avait dit au Bourget avec François Hollande, alors là, je vous le dis très clairement, la finance, François Hollande comme ennemi, la finance a de beaux jours devant elle. Ce n'est pas le changement maintenant, c'est le changement tellement lentement que, bien évidemment, la France aura sombré, car la mondialisation est impitoyable pour les pays faibles. Et croyez-moi, ce n'est pas le vieux loup de mer ou le capitaine Oulancourt, Mélenchon, qui va changer quelque chose, car je prends le pari qu'entre les 2 tours, il viendra sur le pédalo socialiste avec joie. Ils occupent la galerie. Ils occupent la galerie, tous les 3. Ils font le spectacle. Alors certes, c'est vrai. Parfois, ils effleurent des sujets. Ah oui, ils ont quand même vu qu'il y avait 1 million d'emplois industriels délocalisés. Mais ils ne font que l'effleurer parce qu'ils dissimulent systématiquement les causes du mal. Le libre-échange déloyal et la nécessité absolue de mettre en œuvre un protectionnisme. L'euro trop cher et la nécessité absolue de se libérer des marchés financiers. Le laxisme judiciaire et l'absence de frontières, si on veut vraiment rétablir la sécurité, rétablir nos frontières, pour éviter le trafic d'armes que l'on voit aujourd'hui dans notre pays. Leur monde à eux, c'est Francfort, c'est Bruxelles, c'est l'euro, c'est l'OTAN. Finalement, leur France à eux, c'est une vaste plateforme logistique de la Chine. C'est un prestataire de services de l'Asie. C'est le marchepied des États-Unis, c'est le vassal de l'Allemagne, c'est le compère de la Grèce. C'est la proie des grands groupes. Car, je vous le dis très gravement, ils combattent les effets des maux dont ils chérissent les causes, comme le disait Bossuet. Ils ne peuvent pas avoir de résultats. Imaginez un instant, pour être plus sérieux encore, imaginez un instant qu'au cours des 5 prochaines années, 2012-2017, nous perdions encore, avec eux, puisqu'ils mèneraient en fait la même politique, imaginez que nous perdions encore 300 à 400 000 emplois industriels. Je le dis à ceux
qui nous regardent et qui sont ici, s'en serait fini définitivement de la sécurité sociale et de nos pensions de retraite. Car la France ne peut plus se permettre de perdre un emploi industriel. La France ne peut plus se permettre de perdre un agriculteur. C'est ça l'enjeu. Et je sais pertinemment que s'il continue encore 5 ans, nous aurons une vraie catastrophe économique, sociale, financière. C'est ça l'enjeu. Cela devrait être ça l'enjeu de la campagne présidentielle. On devrait parler de ça à la télévision. Mais, bien évidemment, les éditocrates du petit milieu parisien, que je ne citerai pas, aiment tellement les faux débats, parce qu'il ne faut surtout pas parler de ce monde qui s'écroule, car dans leurs émissions, on ne veut pas voir la France qui décline. Ils ne veulent pas entendre les Français qui souffrent. Ils ne veulent pas remettre en cause ce système qu'ils ont construit tout ensemble et qui les nourrit. C'est ça la vérité. Alors, avant de donner des leçons de démocratie au monde entier, et notamment à la Russie, la France ferait bien de balayer devant sa porte. Soyons clairs, il y a dans le pays, et j'en croise tous les jours, des milliers de journalistes qui n'ont qu'une envie, c'est de bien faire leur travail. Il y a des milliers de journalistes qui ressentent exactement comme vous et comme nous ce monde qui va de travers. Mais dans notre pays, il y a aussi quelques personnalités qui veulent tout verrouiller. Quel est ce pays d'ailleurs qui, le jour où l'égalité du temps de parole s'installe, supprime les émissions de débat politique? Quel est le pays où une élection privée, la primaire socialiste, fait la une des médias à des heures de grande écoute, notamment de la télévision publique, et où, 1 an après, au moment où s'ouvre le débat le plus important de la France de l'après-guerre, au moment où notre pays est face à des défis absolument colossaux, eh bien, signe la fin des émissions de débat. C'est ahurissant ce qui se passe. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon n'en était aussi indigné. Je demande solennellement aux journalistes libres de notre pays, qui sont nombreux, je le sais, je leur demande de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'il y ait de vrais débats. Car oui, je veux poser des questions à François Hollande. Oui, j'ai le droit de poser une question à Nicolas Sarkozy. Au nom de quoi ? Oui, je veux pouvoir dire à Nicolas Sarkozy, expliquez-moi, Monsieur le Président, expliquez-moi comment vous, qui maintenant luttez contre l'Europe passoire, avez-vous pu vous priver du seul moyen que vous aviez d'éviter les importations à bon marché? Que répondra-t-il? Je veux pouvoir demander à Monsieur Hollande, vous qui êtes prisonnier de l'OMC, vous qui allez à Londres, comment allez-vous rétablir la justice sociale dans notre pays? Mais en vérité, il n'y a pas d'émission politique dans notre pays. Il n'y a pas d'émission de débat. Il n'y aura pas de contradiction avant le premier tour de scrutin parce que les 3 principaux candidats, Bayrou, Hollande, Sarkozy, défendent le même système et qu'on ne veut surtout pas que les Mélenchon, que les Dupont-Aignan posent des questions. Alors, oui, je vous le dis, je vais faire campagne. Et vous allez le faire, et partout où je passerai, je dirai la même chose aux Français. On est en train de vous voler l'élection présidentielle. On est en train de vous voler le premier tour. Cette manipulation gigantesque est amplifiée par l'utilisation abusive des sondages manipulés, des sondages truqués, des sondages qui ne représentent pas la réalité. Et vous le savez tous, nous avions, à une époque,
proposition de loi de 2 sénateurs, Jean-Pierre Sueur et un sénateur du Valois, Portelli, demander une seule chose, qu'à chaque commentaire de sondage, on dise la vérité. La vérité, c'est la marge d'erreur de 3%. Et si on disait la vérité aux Français, qu'on passe leur vie à commenter des sondages qui ne veulent rien dire, eh bien moi je préfère le suffrage de 45 millions d'électeurs au sondage téléphonique de 900 personnes. Pas d'alternative alors. Si, j'oubliais. Soyons honnêtes. Il y a une alternative qui est présentée sans cesse, bien sûr, aux Français. C'est cette fausse alternative qu'ils chérissent tant et qu'ils appellent d'ailleurs Marine. Une Marine Le Pen, finalement, meilleure alliée de l'UMP et du PS, tant elle stérilise la protestation légitime des Français. Un Front national bien pratique pour les tenants du système, pour décrédibiliser le bon sens patriotique. Car il n'est pas acceptable de laisser le protectionnisme intelligent assimiler à des thèses scandaleuses. Il n'est pas acceptable de voir notre combat pollué par la volonté de remettre la peine de mort ou par la volonté de dérembourser l'IVG. Il n'est pas acceptable de confondre l'indépendance et l'autarcie. Il n'est pas acceptable, et je ne le ferai jamais, de faire de certains Français, de certains citoyens, les boucs émissaires des maux de l'ensemble de la société. Alors moi, je vous le dis, je ne confondrai jamais le recueillement à Colombey et l'hommage de Louis Alliot à Bastien Thierry. Jamais. Pour moi, tout au contraire, la patrie, c'est le rassemblement. La patrie, c'est l'unité nationale plutôt que l'esprit de division. Et on ne pourra jamais redresser la France en désignant certains Français comme boucs émissaires. C'est l'échec assuré. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Front National plaît tant finalement au PS et à l'UMP, car c'est leur assurance vie pour se maintenir au pouvoir. Moi, je veux proposer un patriotisme serein, un patriotisme républicain, un patriotisme de rassemblement. Et c'est tout ça qui, bien évidemment, permettra un jour de gagner face à l'UMP et au PS, parce qu'alors les Français découvriront que l'on peut être patriote, républicain, et cela changera tout dans les prochaines élections. Oui, le rassemblement des Français est indissociable de la liberté de la France. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on ne réussira pas à redresser notre pays. Alors, certains, c'est vrai, vous promettent la liberté, mais ils portent un message d'extrême gauche ou d'extrême droite qui leur interdira de rassembler les Français. D'autres vous promettent le rassemblement, mais ce rassemblement est fondé sur l'abandon de la nation et la soumission aux puissances extérieures. Et voilà pourquoi je suis porteur d'un double message que je répéterai inlassablement, un message d'indépendance pour une France libre et un message d'espérance pour des Français rassemblés. C'est la seule solution pour changer notre pays. Alors soyons concrets, car derrière ces grands mots essentiels, il y a des mesures concrètes susceptibles de changer la vie de nos concitoyens. La France libre, d'abord, c'est le protectionnisme intelligent. Alors ça veut dire quoi, le protectionnisme intelligent? Ça veut dire tout simplement rétablir les conditions loyales de l'échange. Et je veux prendre des exemples concrets. Quand la Chine décide, par exemple, de lancer une concurrence déloyale sur les panneaux solaires, et qu'en moins de 3 ans, la plupart des entreprises de panneaux solaires d'Europe font faillite, je dis, oui, et cela n'a rien d'extraordinaire, que la France et les autres peuples d'Europe ont le droit de taxer les importations de panneaux solaires de Chine. C'est quand même la moindre des choses. Quand la Chine décide du dumping social et environnemental sur la fabrication des pneumatiques et met en péril une entreprise comme Michelin,
met en péril toute l'industrie du centre de la France, qu'au même moment, les États-Unis, le Congrès américain, met des droits de douane pour protéger les ouvriers américains, et que l'Europe se couche jeudi, que c'est le devoir de la France de mettre une taxe sur les importations sauvages, inacceptables, et de défendre ses ouvriers. Quand une entreprise comme celle de tout à l'heure, Schindler, des ascenseurs, délocalise la dernière usine de fabrication d'ascenseurs de France pour aller faire encore plus de profit en Slovaquie, je dis qu'il est tout à fait possible d'interdire de tous les achats publics les produits qui viendront de cette entreprise. Car les achats publics, c'est l'argent du contribuable qui est dépensé par les communes, par les départements, par les régions, par l'État. Et il n'y a aucune raison que votre argent serve à vous ruiner. Alors oui, il est possible d'agir autrement. Et pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. La Malaisie, l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne même, de manière très discrète, font du protectionnisme tous les jours. Et pourquoi la France n'aurait pas le droit? Expliquez-moi pourquoi, il y a quelques semaines, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange déloyal avec la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui refuse d'importer des voitures européennes, mais qui a le droit de vendre toutes ses voitures sur le continent européen. Ça a été signé par tous ces ministres, ça a été signé à Bruxelles. Je pourrais prendre un autre exemple. Soyons concrets, parce qu'on nous caricature toujours. Les bouteilles d'Evian et de Volvic sont désormais interdites en Chine, car les bouteilles seraient dangereuses pour la santé. Oui? Vous croyez que le gouvernement français a réagi? Non. Vous croyez que la Commission européenne a réagi? Non. Peugeot, soyons concrets, Peugeot délocalise 18% de ses chercheurs en Chine, à Shanghai, car la Chine a exigé que la recherche de l'entreprise Peugeot se fasse en Chine si Peugeot veut vouloir vendre des voitures. Mais nous n'exigeons pas que des entreprises chinoises produisent en Chine s'ils veulent vendre en Chine, en France. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi la France et l'Union européenne sont les idiots utiles de ce village mondial. Pourquoi nous n'avons pas le droit de défendre nos intérêts, notre modèle social, notre civilisation? Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'on a laissé confisquer l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a confisqué la belle idée européenne. Oui à l'Europe de la paix, oui à l'Europe du progrès, oui à l'Europe du général de Gaulle et de Konrad Adenauer. On nous caricature comme anti-européens, mais nous sommes les plus européens. Car nous défendons les peuples européens, leur modèle social, leur volonté de vivre. Alors moi, je ne veux pas d'une Europe passoire, d'une Europe du chômage, d'une Europe de la ruine. Mais la différence entre moi et les autres, c'est que moi je propose des mesures concrètes pour changer cela. Et je sais que ce n'est possible. Je sais qu'on peut y arriver. Faut-il encore avoir de la volonté? Cela veut dire, faut-il encore se libérer de l'Union européenne telle qu'elle l'est? Cela veut dire renégocier l'ensemble des traités. Une France libre, c'est une France, oui, je l'assume, sans l'euro. C'est une France qui ne dépend plus des marchés financiers. Alors je le sais, les dirigeants européens aujourd'hui s'y opposent. Une propagande incroyable est déversée sur les peuples. En vouloir à l'euro, ce serait en vouloir à l'Europe. C'est un contresens historique total. Car c'est l'euro aujourd'hui qui est en train de détricoter l'œuvre commune européenne en dressant les peuples les uns contre les autres, parce que l'euro est en train de nourrir la pauvreté dans l'Europe du Sud et en France, et ce faisant de créer des troubles sociaux et politiques majeurs. Je vous le dis très clairement, solennellement aujourd'hui ici,
en continuant ainsi avec l'euro, ils vont faire exploser l'Europe. Et ce n'est pas cela que je veux. On peut tout à fait changer de système monétaire. On peut tout à fait revenir à un nouveau franc, en coopération avec les autres pays. C'est ce que voudra faire très prochainement la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Irlande et les autres. Vous verrez ce que je vous dis. N'écoutez pas ceux qui vous font peur. Ne les écoutez pas. Ils ne font que défendre les intérêts d'un monde financier qui vit de l'euro. Sortir de l'euro aura deux avantages majeurs. Le premier, favoriser les entreprises qui produisent en France. Favoriser ceux qui exportent. Favoriser ceux qui créent de la richesse dans notre pays. Le deuxième avantage, évident, c'est qu'en sortant de l'euro, enfin, nous pourrons avoir la Banque de France qui prête à 0% de l'argent à l'État. N'oubliez jamais que les grands programmes qui font aujourd'hui la richesse de la France, Airbus, Ariane, le TGV, les centrales nucléaires, les grands programmes qui nourrissent les Français aujourd'hui, ont été créés il y a 50 ans par le général de Gaulle grâce à des prêts à taux zéro de la Banque de France. Il n'y a aucune raison de laisser spolier les peuples d'Europe par des taux d'intérêt exorbitants. Il n'y a aucune raison d'accepter que la Banque centrale européenne prête de l'argent gratuit aux banques privées pour 1 000 milliards d'euros, c'est votre argent, 1 000 milliards d'euros prêtés à 1% de l'argent quasiment gratuit à Noël jusqu'à aujourd'hui, et que ces mêmes banques privées, profitant de votre argent, reprêtent aux États entre 2, 3 et 20% d'intérêt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'argent du peuple européen, l'argent de tous les Européens, des différents peuples, est utilisé pour nourrir la finance et pour asphyxier les peuples. C'est aberrant, cela ne s'est jamais vu. Même Jefferson, Lincoln, tous les grands présidents américains ont toujours critiqué cela. Tous les gens qui sont attachés à la liberté et à la démocratie s'indignent de cela. Alors je vous le dis très clairement, si l'on veut résoudre le problème du chômage, si l'on veut réduire les déficits et la dette, si l'on veut, comme je le propose, baisser l'impôt sur les sociétés de moitié pour les PME qui investissent en France, il faut arrêter de payer des intérêts exorbitants qui nous ruinent. Dans le projet qui est le mien, nous réussirons en 5 ans à diminuer la facture d'intérêt de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros en moins à payer. Avec ces 20 milliards, nous pourrons remplacer les policiers et les gendarmes qui partent en retraite. Nous pourrons investir dans la science, dans l'éducation. Nous pourrons aussi réduire les charges des PME pour que les PME et les entrepreneurs qui investissent en France soient récompensés, pour que ce soit intéressant d'investir dans notre pays. Et c'est possible. Cela se fait dans d'autres pays. Pourquoi cela ne se ferait pas en France? Vous le voyez, il y a des solutions dès que la France peut retrouver sa liberté. Mais retrouver sa liberté, ce n'est pas seulement se libérer des tutelles extérieures. Bien sûr, il faudra aussi se libérer de l'OTAN, retrouver une politique étrangère indépendante, parler au monde arabe. Bien sûr, je rêve d'une France qui soit à nouveau admirée dans le monde parce qu'elle est libre, parce qu'elle est indépendante des États-Unis, parce qu'elle peut aller au Moyen-Orient pour proposer un plan équilibré, pour reconnaître la Palestine et en même temps défendre l'existence de l'État d'Israël, car il faut que les deux puissent vivre ensemble. Je voudrais une France qui s'adresse à la Russie, je voudrais une France qui parle à l'Amérique latine, je voudrais une France qui ait une position équilibrée, je voudrais une France qui s'adresse à l'Afrique autrement que par le terrifiant discours de Dakar. Je voudrais une France qui propose un plan Marshall pour la Méditerranée et pour l'Afrique. Car comment croire que l'on puisse maîtriser l'immigration si l'on n'assure pas le développement du bassin méditerranéen,
si l'on n'assure pas le développement de l'Afrique. Et vous ne croyez pas que les 1000 milliards prêtés par la Banque centrale européenne, sans intérêt quasiment, aux banques privées, n'auraient pas été mieux pour développer l'Afrique, faire reculer la pauvreté, développer les pays du Maghreb, développer la France? Comment imaginer tout cet argent qui va toujours vers les mêmes, vers le monde de la finance, alors même que dans notre propre pays, il y a la misère, que dans notre propre pays, les Restos du Cœur n'ont jamais eu autant de personnes? Comment imaginer qu'on continue à donner tant d'argent au monde de la finance, qui a créé la crise économique que nous vivons, et que nous laissons l'Afrique tomber, crever, que nous laissons notre propre pays mourir? C'est insensé ce qui se passe. Et bien sûr, aucun des deux candidats qui font l'amusement public de cette campagne n'en parlera et ne proposera de s'en échapper. Alors, vous le voyez, la France libre, cela a un sens très, très, très concret. La France libre aussi, pas seulement vis-à-vis de l'extérieur, car soumise aux intérêts extérieurs, une nation s'affaiblit toujours aussi de l'intérieur et laisse prospérer les corporatismes, les intérêts particuliers, les oligarchies. Nous voici à la merci aujourd'hui des compagnies pétrolières qui jouent leur intérêt sur le dos des Français, sans que l'État ne réagisse. J'ai proposé, oui, de contrôler Total, car Total a été créé par l'argent du contribuable. Total, aujourd'hui, a tué la concurrence en France, fermé les raffineries, prend une marge exorbitante, accapare 12 milliards de profits, ne les réinvestit pas dans la transition énergétique dont nous parlent les écolos à longueur de journée, mais dont il ne prévoit pas les moyens. Je dis que si on veut réussir la transition énergétique française, oui, il faut reprendre une participation dans Total, et je peux faire baisser de 10 centimes le prix de l'essence. De même, il est possible, oui, de retrouver le bien public. Au nom de quoi a-t-on bradé les autoroutes? Au nom de quoi a-t-on vendu pour une bouchée de pain les autoroutes de France? Au nom de quoi des sociétés privées en situation de monopole accumulent 1 milliard d'euros de bénéfices, 24% de taux de profit, uniquement en ayant rétabli l'octroi d'ancien régime? Je vous le dis, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, c'est curieux, ils aiment beaucoup tous l'Allemagne, mais en Allemagne, je remarque qu'il n'y a pas de péage. Alors, s'ils aiment tant l'Allemagne, pourquoi laissent-ils des péages pour les copains, pour des sociétés d'autoroutes, de bâtiments? C'est un véritable scandale. Et je propose la réquisition des autoroutes pour le prix auquel elles ont été vendues. Et je peux vous assurer qu'ainsi, nous pourrons supprimer les péages, oui, sur les tronçons qui ont déjà été payés. En revanche, on laissera les péages pour payer les tronçons nouveaux, car on ne peut pas promettre tout et le contraire de tout. Mais je le dis, ce que je veux faire sur Total, je veux le faire sur les autoroutes, je veux le faire aussi sur EDF-GDF, qui a racketté les Français avec la complicité du gouvernement pour acheter pour 15 milliards d'euros de centrales nucléaires pourries en Grande-Bretagne. Est-ce le métier de EDF de faire cela? Non. Le métier d'EDF, c'est de servir les Français. Le métier d'EDF, c'est de baisser les salaires de ses dirigeants. Le métier d'EDF et de GDF, ce n'est pas de couper le gaz à des pauvres gens, alors même qu'ils ont fait exploser les tarifs, qui ne correspondent même pas au prix d'achat du gaz. Je propose la réappropriation publique d'EDF, GDF, pour contrôler les tarifs. Une France libre, c'est une France aussi qui maîtrise la finance, mais pas à la façon de M. Hollande, pas à la façon vous êtes mon ennemi, mais je vais négocier en douce à la City avec vous. Non, maîtriser la finance, c'est séparer les banques d'investissement des banques de détail. Maîtriser la finance, c'est la remettre au service de l'économie réelle, des entrepreneurs, car je souhaite que le bien public
appartiennent à la collectivité publique. Mais je souhaite aussi que les entrepreneurs qui créent de la richesse dans notre pays soient favorisés. Et ce n'est pas incompatible. On peut tout à fait d'un côté avoir un secteur nationalisé qui sert le service public au juste prix, et de l'autre, doper nos entreprises, doper nos PME par une vraie politique qui leur permette d'investir sur le sol français. Ce n'est pas incompatible, c'est au contraire complémentaire. Alors vous le voyez, une France libre, c'est une France où le pouvoir politique reprend la main, où le pouvoir politique l'exerce, votre suffrage, provenant de votre légitimité, où le pouvoir politique agit chaque jour en fonction du seul et de l'unique intérêt général des Français. Et cela nous changera, croyez-moi. Mais une France libre, cela ne suffit pas. Eh oui, car vous pouvez reprendre la liberté. Mais comment la reprendre, cette liberté, si on ne va pas tous dans le même sens? Comment la reprendre s'il n'y a pas conscience dans chaque citoyen, chez chaque citoyen, de l'utilité de faire un effort pour la nation? Je vous le dis très clairement, il n'y aura pas de libération de la France s'il n'y a pas d'effort individuel et collectif. Alors je sais, c'est plus difficile de dire cela que de promettre de raser gratis, comme certains, mais il faut le dire aux Français. On peut s'en sortir si on se retrousse les manches. Comment se retrousser les manches? Eh bien, la première chose à faire, c'est de montrer l'exemple. Et je parle là aux élus de la République. Oui, nous devons montrer l'exemple et nous devons agir autrement. Alors, d'ailleurs, le « nous » est excessif parce que je ne me mets pas dedans. Je refuse les petits arrangements entre amis, les gros privilèges, les relations incestueuses de la politique et des affaires qui dégoûtent les Français et les détournent toujours un peu plus de l'engagement citoyen. Rupture d'égalité dans l'attribution des marchés publics, trafic d'influence et détournement de fonds publics, financement occulte des partis, évasion et délits fiscaux sous l'œil clément de certains ministres, soupçons de rétrocommission en marge de contrats de vente, abus de biens sociaux. Cela suffit. Car celui qui porte la responsabilité la plus grave n'est pas celui qui ramasse le pouvoir laissé à terre, c'est celui qui l'abandonne, qui démissionne tout en restant en poste, qui abdique. Alors ma priorité, oui, pour rassembler les Français, et il faut commencer par là, c'est de moraliser notre vie publique, qui a fini par gangréner tout le pays. C'est pour ça que je m'engage très précisément à durcir les peines contre les délits financiers. Pourquoi le pôle financier du parquet de Paris a été si, allégé, pour ne pas être plus vulgaire, à rendre inéligibles les élus condamnés pour corruption, à interdire, écoutez bien, il y a beaucoup de journalistes qui sont très heureux quand je vais dire ça, parce qu'ils le vivent difficilement, à interdire la possession de médias par des groupes qui dépendent des commandes de l'État et notamment des commandes militaires. Il n'est pas normal dans notre pays, que des groupes de presse, des groupes de médias soient en même temps des livreurs d'armement, dépendent des budgets de l'État. C'est interdit dans la plupart des pays démocratiques du monde. C'est interdit. Mais en France, ça paraît normal. Eh bien, je vous le dis, il faudra y venir. C'est l'intérêt de notre démocratie, c'est l'intérêt de la déontologie de tous. Il faudra aussi prendre en compte le vote blanc. Oui, il faut prendre en compte le vote blanc. Il faut aussi favoriser les référendums d'initiative populaire. Il faut aussi, bien sûr, que les transferts de souveraineté ne puissent s'exercer qu'après référendum, de même que l'élargissement de l'Union européenne. Il faut aussi, mes amis, interdire les machines à voter qui menacent la démocratie car elles mettent fin au secret
de l'acte de vote et à la vérification de l'acte de vote. Moralisons la vie publique, nettoyons la vie publique, faisons le ménage. Les Français le réclament, l'intérêt national l'exige. La France rassemblée, c'est une France qui aurait confiance en ses élus. Oui, c'est comme ça que nous montrerons l'exemple, c'est comme ça que l'on pourra guider le pays et lui faire donner le meilleur de lui-même. Mais pour redresser la France et pour rassembler les Français, il faut aussi bien sûr reconstruire l'école publique. J'ai beaucoup parlé de cela au cours des derniers mois. La question n'est pas de recruter plus ou moins, même s'il faut bien sûr remplacer les professeurs qui partent en retraite. La question, c'est de respecter l'enseignant, c'est de lui redonner confiance. Moi, j'ai confiance dans le million d'enseignants français qui actuellement est totalement découragé, qui est à bout de souffle, qui n'en peuvent plus, qui démissionnent. C'est ça la réalité. Comment leur redonner confiance? Eh bien, en les confortant, en les aidant. Remplacer les enseignants qui partent en retraite, revaloriser leur statut, augmenter de 9 h à 15 h en primaire les heures de français, comme en 1969, pour apprendre à lire à nos enfants. Donner une seconde chance aux élèves qui sortent sans formation du système scolaire, par un crédit formation, ce que j'appelle la sécurité professionnelle, qu'ils pourront utiliser pendant 10 ans, car un jeune qui a un pépin, qui n'aime plus l'école, il faut lui donner une chance. Et puis, 3-4 ans après, quand il va s'assagir, il aura envie de reprendre une formation. Et à ce moment-là, aujourd'hui, il ne peut plus. Il faut donner une seconde chance à nos gamins. C'est la seule solution pour qu'ils aient à nouveau confiance dans la France. Une France rassemblée, c'est une France où l'État est fort, l'État régalien. Savez-vous que dans les Bouches-du-Rhône, il a été supprimé 400 agents de police? Savez-vous qu'en France, on a supprimé 12 000 policiers et gendarmes? Comment voulez-vous lutter contre la délinquance? Il y a moins de policiers et gendarmes aujourd'hui qu'en France que sous Lionel Jospin. C'est ça la réalité. Nos gendarmes et nos policiers sont des héros, je peux vous le dire. Ils se débattent dans des conditions épouvantables. Ils sont insultés. Alors je vous le dis, mes amis, assez des discours, assez des lois. À chaque événement, à chaque fait divers, une loi, une loi. Un tour martial, je vais décider ça. Rien ne suit. Il y a une quinzaine de lois qui sont inappliquées aujourd'hui. Les lois Sarkozy ne sont même pas appliquées puisque c'est le même qui enlève les policiers et les gendarmes. C'est aberrant. Alors d'un côté, on a Hollande qui ne propose rien, Hollande qui n'a pas la volonté de rétablir la sécurité en France, et on le sait bien, car vous imaginez les socialistes au pouvoir, ce qui se passera en matière d'insécurité, mais de l'autre, on en a un qui fait semblant, qui multiplie les lois, mais qui enlève les policiers. Comment s'en sortir? Eh bien justement, en ayant une autre politique. C'est ça l'enjeu de demain. Vous le voyez, mes amis, on peut s'en sortir. Il y a tout à fait la capacité de mener une autre politique pour la France. Et pour conclure mon propos d'aujourd'hui, je voudrais vous le dire comme je le pense. Nous nous sommes, ces dernières années, trop laissés caricaturer. Trop souvent, nous avons été considérés comme des inquiets. Inquiets face à la mondialisation, inquiets face à l'Europe. Trop souvent, on nous a accusés de repli sur soi, on nous a accusés d'être trop petits pour pouvoir agir seuls, comme si la France ne pouvait pas agir seule alors que le Danemark, la Suède par exemple, l'Islande, la Norvège, la Suisse, pays beaucoup plus petits que nous, agissent bien seuls. Trop souvent, on nous a reproché d'être frileux et parfois même d'être peureux. Bref, on a dit sur nous tout le contraire de ce que nous sommes. On nous a insultés, il faut le reconnaître, trop souvent, parfois par timidité, souvent par lassitude, souvent les deux à la fois. Vous ne réagissiez pas ou nous ne réagissions pas assez. Eh bien, mes chers amis, mes chers compagnons, mes chers camarades,
Car oui, amis, compagnons, camarades, c'est la même France, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche. Le temps, ce temps est désormais révolu. Je veux vous le crier. Je veux vous le crier. Ne vous laissez plus intimider par ceux qui ont tout échoué depuis 30 ans. Ne vous laissez plus intimider par ceux qui ont oublié les Français. Ne vous laissez plus jamais caricaturer. Ne vous laissez plus jamais mépriser. Le parti de la peur, de la résignation, aujourd'hui, ce sont nos adversaires qui l'incarnent. L'euro, la Commission de Bruxelles, la BCE, l'OMC, l'OTAN sont devenus leurs bunkers favoris. Le vent, désormais, ne souffle plus dans leurs voiles. Ils ne peuvent plus compter que sur un seul ressort, la peur qu'ils exploitent en permanence, la peur en dressant les Français les uns contre les autres. Ils s'y réfugient pour ne pas affronter le monde tel qu'il est devenu. Leur Europe, censée nous protéger, nous enferme, bien au contraire, et nous paralyse au lieu de nous libérer. Ce sont eux les passéistes, ce sont eux qui regardent dans le rétroviseur, ce sont eux qui défendent un modèle fini, en faillite. Ce sont eux qui reposent sur des théories économiques du passé, le retour de la loi de la jungle, le retour du renard dans le poulailler. Ce sont eux qui veulent continuer à conduire notre pays. Alors, ils ont peur, mais pas nous. Et c'est vous, oui, c'est vous qui êtes épris de liberté. C'est vous qui êtes ouvert sur le monde et qui le connaissez bien, chef d'entreprise qui voyait bien que l'euro est un boulet, artisans qui vous battez tous les jours, jeunes, tant de jeunes autour de nous qui voyagent, qui connaissent le monde, qui vont sur Internet, qui savent que le monde est ouvert, mais que les nations sont là pour protéger les peuples et pour éviter la loi de la jungle. Alors, vous savez au plus profond de vous-même que la patrie, c'est ce qui rassemble au-delà des clivages, au-delà des classes, au-delà des origines. C'est vous qui portez la vérité. Et dans ce combat pour la vérité, je suis là pour montrer le chemin, pour prendre les coups. Alors, marchez la tête haute à mes côtés pour ce premier tour de l'élection présidentielle. J'ai besoin de vous et je vous remercie d'être si nombreux. Marchez la tête haute, car nous avons dans nos rangs, tous ceux qui un jour ont porté le destin de leur pays entre leurs mains, tous ceux qui savaient que la liberté était le bien le plus précieux des pauvres, tous ceux qui savent que la nation protège d'abord les plus faibles d'entre nous. Gandhi en Inde et les non-alignés, Jean Moulin, Bolivar en Colombie, le général de Gaulle bien sûr, mais encore Toussaint Louverture à Haïti ou bien Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Tous avaient compris que l'indépendance est la condition indispensable au rassemblement de tous les membres d'une seule communauté, qui est bien sûr la communauté nationale. Alors oui, mes chers amis, aujourd'hui, je l'affirme, cette guerre pour l'indépendance de notre pays, nous allons la livrer et nous allons la gagner. Nous avons déjà gagné une bataille lors du référendum de 2005. Nous sommes majoritaires, ne l'oubliez jamais. Cette victoire, elle est aujourd'hui encore le ferment de la révolution à venir. Elle est le terreau de nos espérances. En réalité, chers amis, je vous le dis, nous avons déjà gagné la bataille idéologique. À nous, désormais, de faire préférer le parti de la liberté au parti de la peur. Allez désormais sur toutes les routes de France, dire aux Français que seuls peuvent sauver la France, que seuls peuvent se libérer d'une certaine oppression. Et ne vous laissez pas impressionner par les sondages, par les idiotocrates, par les économistes. Continuez votre travail de terrain jusqu'au 22 avril prochain. Et c'est le suffrage qui viendra balayer les sondages. C'est la souveraineté du peuple qui viendra effacer vos doutes. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes certes peut-être un peu plus petits que les autres, mais l'arbre est planté bien plus droit.
il est enraciné dans les profondeurs du pays. L'arbre de la liberté de la France et du rassemblement des Français. L'arbre de la démocratie au service de l'intérêt général. Et c'est l'engrais du suffrage populaire qui va faire de cet arbre un symbole pour les Français, un espoir pour l'avenir. Alors, oui, mes chers compatriotes français, reprenez le pouvoir pour l'amour de la France. Vive la République, vive la France!